Pour la prochaine heure, vous écoutez Samedi de lire avec Amélie Boivin-Enfield. Bonjour tout le monde, bien l'émission Samedi de lire et aujourd'hui j'ai le bonheur de recevoir Catherine Lafrance qui m'a enseigné à mes débuts dans le domaine des communications. Bonjour Catherine, très très contente de t'avoir dans mes studios. C'est un plaisir partagé. Et j'ai envie de te présenter à mes auditeurs. Alors, t'es journaliste et chef d'antenne à Radio-Canada CBC du côté de Toronto. Oui. Tu as également été scénariste et même, je pense que tu l'es encore, tu as collaboré à la télésérie Vertige. Exactement. Et également romancière. Tu as publié La saison froide, également Le retour de l'ours. Et là, tu nous reviens avec un 3e roman, Jusqu'à la chute. Tout ça est exact. Et j'aimerais te demander, qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire? Est-ce que c'était une passion qui était là depuis que tu étais toute petite de vouloir écrire des romans? C'est une passion depuis que j'étais toute petite de vouloir écrire. Peut-être pas des romans, je pense que je savais pas ce que je voulais écrire, mais oui, j'avais la passion d'écrire quelque chose et j'écrivais tout le temps. Mais j'ai vraiment mis ça de côté, moi, pendant pour la plus grande partie de ma vie, mais pendant des décennies, disons, parce que j'ai vraiment été happée par le journalisme et j'ai été passionnée par mon métier. Fait que j'ai vraiment complètement oublié l'écriture, l'écriture en journalisme est un outil, donc oui, j'ai continué à écrire, j'écrivais des histoires, sauf que c'était des histoires vraies, parce que même à la télé ou à la radio, on écrit, là. Mais est-ce que tu as fait du journalisme écrit? J'ai pas fait de journalisme écrit. Okay. Non, j'ai fait télé surtout, radio beaucoup aussi. Mais il faut, quand on fait un reportage, il faut savoir structurer ses idées. Il faut qu'il y ait un début, un milieu, une fin. Donc on écrit une petite histoire. Et ça, du reportage, j'en ai fait pendant des années. Donc pendant des années, j'ai écrit une petite histoire chaque jour qui était une histoire vraie. Avec tous les principes du journalisme, etc., qui est une très, très bonne école d'ailleurs. C'est une bonne école de pensée parce que ça permet de structurer sa pensée. Mais justement, je m'éloigne. Je reviens à ce que je disais. Alors, j'ai mis l'écriture de côté, l'écriture de fiction, pour le journalisme qui m'a littéralement happée parce que le premier jour, le premier bulletin de nouvelles que j'ai fait, ça a été un tel coup de cœur, un tel coup de foudre que je savais que c'était le métier que je voulais faire. Et c'est le métier que j'ai pratiqué. Mais j'ai continué à lire, bien sûr. J'ai continué à m'intéresser à la littérature. Grande lectrice? Grande lectrice, ça, je l'ai toujours été. Mais mes plus beaux souvenirs quand j'étais petite, c'était quand, à Noël, je recevais un beau paquet emballé, puis que je savais, juste en touchant aux couvertures rigides, que c'était des livres. C'était des livres de la Comtesse de Ségur, les premiers livres que j'ai reçus en cadeau, je m'en souviens. Et je lis depuis avant l'école, je pense, parce que même avant, mes parents avaient commencé à me montrer un petit peu à lire, assez pour que je puisse lire des livres d'enfants. Bon. Et quand je suis allée à l'école et j'ai appris à lire, ben là, ça a été l'explosion et j'ai plus jamais arrêté de lire. J'ai une petite anecdote d'ailleurs tellement charmante que j'adore raconter parce que ça illustre un peu une partie de mon enfance, je pense. C'est quand j'étais devenue un petit peu plus vieille, disons autour de 8-9 ans, là, je continuais à lire et je lisais le soir dans mon lit. Et évidemment, je pouvais pas lire tard parce qu'il fallait que je dorme. J'avais de l'école le lendemain, donc mes parents m'interdisaient de lire tard. En fait, pas qu'ils m'interdisaient de lire tard, mais ils voulaient que je dorme, tout simplement, ce qui était la chose à faire. Mais moi, je demeurais en ville, à Montréal, et sur ma rue, il y avait des lumières, des lampadaires. Fait que j'ouvrais le store, et à la lueur des lampadaires, je lisais pendant des heures, en me disant, personne ne va se douter que je lis, personne ne peut voir. Sauf que un jour, mon père a passé devant la porte, et il a vu sans doute la lueur sous la porte. Il a ouvert, et il m'a vu en train de lire à la lueur du lampadaire, et il a dit, écoute, là, tu vas t'arracher les yeux, si c'est comme ça, si tu veux lire, lis. Ouvre ta lumière et puis lis. Alors, ça a été pour moi comme la permission de lire tous les soirs, ce que j'ai jamais cessé de faire depuis. Donc ça a jamais cessé. Mais je vous dirais qu'en 2007, c'est assez curieux, c'est ironique parce que c'est l'année où mon père est mort. Ça a été une année difficile. Il y a des années comme ça dans la vie. J'ai eu un accident de ski. Bon, c'est ça, l'année catastrophe. Et je me suis retrouvée dans le plâtre, à la maison, où je pouvais pas aller travailler pendant un certain temps. Et là, je me suis mise à réfléchir. Peut-être pour la première fois depuis des années, où j'avais pratiqué mon métier, je veux dire, comme passionnément, où j'avais travaillé comme une folle, et je renie pas ces années-là, elles ont été extraordinaires. Mais là, tout à coup, je m'arrêtais, et pour la première fois, je réfléchissais. Et quand on est en contact avec la mort aussi, ça nous remet en question complètement. Et là, je me suis dit, mais y a-t-il autre chose que j'aime faire? Et qu'est-ce que j'aimais faire, moi, avant? Et je me suis rappelé que j'aimais écrire. Alors, je suis retournée à l'école. Je me suis inscrite à l'INIS pour étudier l'écriture fictive, en scénarisation, en télévision, parce que c'est ce que je connaissais.
Et là, ça a débloqué, je dirais. C'est comme si, tout à coup, je me suis rappelé à quel point j'aimais écrire. Ça a ouvert les vannes et je me suis dit non, là, ça, je veux plus lâcher ça. Et je l'ai plus lâché. Voilà. Et dans les 3 romans, il y a toujours un lieu de prédilection. Dans le Oui. premier, c'était Léonard. Dans le deuxième, Coup de joie. Puis là, dans le troisième, c'est Toronto. Oui. Les lieux sont importants pour toi? Les lieux m'inspirent, faut croire, et ça, je m'en doutais pas du tout. Je m'en rends compte, je le constate moi-même. Je l'ai constaté dès le premier roman. Je pense que j'ai besoin de me baigner dans un lieu, dans ce qu'il est, dans ce qu'il représente. J'ai besoin de, je sais pas, de sentir les odeurs, de voir les couleurs, le décor, le paysage, les gens. Je pense que j'arriverais pas, moi, à écrire dans un lieu, sur un lieu que j'ai jamais visité. Il y en a qui le font, il y en a qui le font très bien. Perrine Leblanc le fait pour L'Homme Blanc et c'était excellent. Mais moi, je pourrais pas. Donc, les lieux m'inspirent. C'est comme si, tout à coup, planter le théâtre d'une histoire faisait naître l'histoire et les personnages. C'est ce qui m'est arrivé jusqu'ici, puis ça a l'air de continuer. Alors, c'est comme ça. L'inspiration, tu la prends où? Je n'en ai aucune idée. J'ai l'impression que ça me tombe dessus vraiment, dans Jusqu'à la chute. Je faisais du jogging quotidiennement. Je faisais mon jogging peut-être pas quotidiennement, mais plusieurs fois par semaine, toujours au même endroit, dans la vallée, la fameuse vallée dont je parle dans ce roman-là. Comme Laura. Comme Laura, exactement, qui est la Don Valley, qui suit la petite rivière Don qui mène au lac Ontario, qui se jette dans le lac Ontario. Et tout à coup, un jour ou un soir, je ne sais pas pourquoi, mais je me suis arrêtée. Et là, j'ai vu des buildings, j'ai vu au loin le centre-ville, la tour CN, j'ai regardé ce qui m'entourait et tout à coup, je savais que l'histoire était en train de naître. Et là, j'ai vu le building, je ne vais pas raconter toute l'histoire pour ceux qui ne l'ont pas lu, mais le building où, d'après moi, un des personnages allait vivre, le toit de ce building-là, la vallée verte au cœur du centre-ville, d'une si grosse ville qui est Toronto, le centre-ville qu'on voit un peu plus loin. Et là, l'histoire est née. Tout à coup. Peut-être pas avec tous les détails, mais grosso modo, je savais quelle histoire je voulais raconter. Je savais que je voulais... Pardon? Parlons-en un peu de cette histoire-là, de ce trio de Laura, Eric et Joe. Oui. Alors, c'est 3 vies qui se retrouvent dans un creuset, qui est la Don Valley, la vallée Don, à Toronto, par hasard, mais qui ont un point en commun, celui d'avoir vécu chacun des deuils terribles. Oui, qu'on souhaite jamais vivre. Qu'on souhaite jamais vivre, qui sont extrêmement éprouvants, et chacun essaie de s'en sortir ou de pas s'en sortir à sa façon, comme il peut, comme il pense qu'il doit le faire. Et il se retrouve, et c'est un livre en mouvement. Chaque personnage est en mouvement. Par rapport au deuil, c'est comme un peu le clash, si on veut, parce que la vie, c'est le mouvement. Quand on est en vie, on est animé. La mort, c'est l'immobilité. Donc, les 3 sont en mouvement. Laura fait du jogging. Eric essaie de se remettre tant bien que mal au vélo. Joe, lui, marche vers le sud. C'est un personnage qui vient du nord. Marche vers le sud, un autochtone. Donc, chacun est en mouvement pour essayer de rester en vie. C'est le mouvement qui les garde en vie. Et ils se retrouvent tous les 3. Et là, c'est le clash parce que Laura et Joe viennent à peu près du même milieu, c'est-à-dire un milieu classe moyenne aisée, disons, des gens qui ont des ressources, qui ont des moyens, qui ont des mots pour dire les choses, qui ont des gens vers qui se tourner, qui ont des amis, qui ont un réseau. Et Joe, lui, arrive seul dans un monde qui lui est étranger, dans lequel il ne fonctionne pas, il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de ressources. Il ne sait pas nommer les choses, même son propre désarroi, son propre désespoir. Les seuls mots qu'il a sont ceux qui résonnent dans sa tête, qui sont les mots de sa mère, qui sont des mots extrêmement durs, qui se rappellent continuellement. Alors, ces 2 mondes-là finissent par cohabiter dans un lieu précis et ça fonctionne pas. C'est vraiment le clash. C'est le symbole du monde des non-autochtones et des autochtones aussi. Ça n'arrive pas à bien fonctionner pour toutes sortes de raisons. Est-ce que c'est un sujet qui te tenait à cœur, justement, de parler des Autochtones? Beaucoup, oui, beaucoup. C'est un sujet que je connais relativement parce que j'ai vécu dans le Nord, à Yellowknife. J'ai aussi voyagé beaucoup dans le Nord du Québec, au Nunavik, à Coudjouac notamment, à la baie James, baie du Thon, etc. J'ai la chance d'animer une émission pendant à peu près 1 an et demi sur le nord du Québec, qui s'appelle Boréal Hebdo. C'est une émission qui existe toujours et qui parle justement des Premières Nations. Et c'est fou tout ce que j'ai pu apprendre, les gens que j'ai pu rencontrer. Donc cette espèce de connaissance des Autochtones, c'est quelque chose que je trouve extrêmement précieux. Et oui, je veux toujours en parler. C'est un sujet important parce que c'est notre
c'est un sujet dont on parle peu dans le sud, parce que je le rappelle, on est dans le sud du pays. On voit pas ça nécessairement toujours comme ça, mais quand on va dans le nord, on se rend compte de cette division nord-sud et on se rend compte à quel point les villes sont dans une petite lisière du sud du pays. Et donc, il y a une telle différence entre le monde du Nord et le monde du Sud, une telle différence entre le monde des Autochtones et celui des je dis non-autochtones pour pas dire blancs, à dessein, là. Et c'est un tel clash, c'est deux mondes qui ne communiquent pas et qui n'ont pas une bonne vision l'un de l'autre. Mm-hmm. Le monde autochtone, une grande partie du monde autochtone, c'est les gens les plus pauvres du Canada, les Autochtones. C'est les gens qui ont le moins longue espérance de vie, qui vivent dans le même pays que nous, avec des conditions complètement différentes. Cela dit, c'est des gens qu'on voit avec nos yeux, à travers nos yeux aussi. Il faut pas penser que ces gens-là ne vivent que dans la misère et que dans le désespoir. C'est faux. Il y a énormément de choses intéressantes qui se font dans le Nord. Il y a beaucoup de gens heureux dans le Nord. Il y a beaucoup d'Autochtones heureux. Il y en a beaucoup qui le sont pas. Il y en a beaucoup qui le sont pas par notre faute, par notre faute, parce qu'ils ont vécu. Mais c'est beaucoup plus complexe qu'on pense. Et faut pas juste voir ça. C'est ni tout blanc, ni tout noir. Faut pas juste se dire, les conditions sociales sont terribles et c'est épouvantable de vivre dans le Nord. C'est pas mal plus complexe que ça. Mais est-ce que ça a été dur d'écrire le personnage de Joe? Parce que c'est vraiment difficile pour lui, là. Oui. Non, je dirais que ça a été relativement facile parce que j'ai vu beaucoup d'histoires comme ça. J'en ai vu des gens comme ça. Joe, c'est un peu... C'est, comment dire, la vie de Joe et la vie de plusieurs des Autochtones que j'ai croisés, que j'ai vus, malheureusement. Et c'est pas juste, son problème à Joe vient pas juste du manque d'argent, vient d'une grande blessure. C'est une blessure qui vient de son enfance. Il a été blessé par ses parents, parce que eux-mêmes ont été blessés par leurs parents, parce que c'est un peuple qui ne s'est pas encore remis de ce qu'on lui a fait. Et ce sont des blessures qui se transportent de génération en génération. Et Joe a beau partir du Nord puis venir dans le Sud, il apporte avec lui toutes ses blessures, évidemment, et toute sa rage et sa tristesse en même temps. Il travaille très fort pour s'en sortir. Oui, parce que Joe a quelque chose de bon, fondamentalement bon en lui, et Joe sait qu'il est aux prises avec cette rage qui est au fond de lui, qui est plus forte que lui, qui vient de la tristesse. Il compose avec, et ça lui échappe, ça explose des fois, il peut pas la contrôler. Mais c'est pas quelqu'un de méchant en soi, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à régler, entre autres parce qu'il peut pas nommer, parce qu'il peut pas aller chercher les ressources, parce qu'on lui a jamais appris, on lui a pas donné ça. C'est quelqu'un qui était marqué au fer rouge dès le départ. C'est quelqu'un dont le destin était déjà tout tracé. Et ça, c'est d'une tristesse infinie. Si tu me permets, Catherine, on s'arrête et au retour, on continue de parler de la chute. Jusqu'à la chute.